Ce matin-là, je suis allée chez Debbie. Nous étions censés aller au restaurant. J'ai connu Debbie alors que j'étais en 2e secondaire. Nous étions inséparables. Donna a rendez-vous avec Deborah Sue Carter. Âgée de 21 ans, Deborah vient tout juste d'emménager seule dans son premier appartement. J'ai garé la voiture et je suis sortie. En arrivant sur le palier, j'ai marché sur du verre brisé. J'entendais de la musique. La radio fonctionnait. J'ai frappé à la porte. Pas de réponse. J'ai ouvert la porte. J'ai d'abord aperçu quelque chose sur le mur. J'ignorais ce que c'était alors, mais ça m'a paru bizarre. Je l'appelais. Le divan était brisé. Il était déchiré et éventré. J'étais troublée. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je me suis dirigée vers sa chambre. Elle était là. Elle était étendue sur le sol, nue. Elle avait le visage face au sol. Je suis restée dans l'embrasure de la porte. Et j'ai dit, Debbie? Debbie. Et elle n'a pas réagi. Il y avait quelque chose d'écrit sur son dos, mais j'étais trop déboussolée pour le déchiffrer. Sur la table, quelqu'un avait écrit « Ne cherchez pas à nous retrouver, sinon... » Et le mot « sinon » était mal orthographié. Je me suis penchée, et dès que je l'ai lu, je me suis dit « Ils sont encore ici, ils vont me tuer aussi. Il faut que je sorte d'ici au plus vite. » Affolée, Donna court jusqu'à la cabine téléphonique la plus proche. J'ai dit « Peggy, Debbie est étendue dans une mare de sang. » Elle a dit « Est-elle morte ?» Et je lui ai répondu « Je ne sais pas. » La police arrive sur les lieux de l'horrible drame en compagnie d'enquêteurs du bureau d'enquête de l'Oklahoma. On voyait qu'il y avait eu une terrible bagarre. En arrivant en bas, un des ambulanciers a vomi. Ce n'était pas le genre de scène qu'ils avaient l'habitude de voir. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mis à part les chaussettes blanches qu'elle portait, Deborah était nue. Elle était étendue face au sol. Elle avait un gant de toilette enfoncé dans la bouche et en partie dans la gorge. On trouve sous le corps de Debbie le cordon d'une couverture chauffante ainsi qu'une ceinture. À ses côtés, une bouteille de ketchup. Il est clair qu'elle a été agressée sexuellement. L'empreinte d'une paume ensanglantée a été laissée sur un mur de la chambre. Rappelant les effroyables meurtres des disciples de Manson, on a écrit sur son ventre le mot « meurt » à l'aide de vernis à ongles rouges. Or, l'analyse génétique nous a permis d'apprendre que ses cheveux et ce sperme étaient ceux de Glenn Gore. Vous savez, Debbie connaissait Glenn Gore depuis toujours. Jamais il n'aurait pu se douter qu'il lui réservait un tel sort. Après 6 jours de cavale, Gore se livre à la police. Une nouvelle équipe se charge de réexaminer toute la preuve. Elle découvre que de sérieuses erreurs ont été commises lors de l'enquête précédente. Il prétendait qu'il était chez sa mère cette nuit-là. Or, elle ignorait où il se trouvait. Non, jamais. Je ne suis jamais allé chez Debbie Carter. La preuve matérielle indiquait pourtant qu'il était dans l'appartement de Debbie Carter. On a retrouvé des traces de son sperme dans l'appartement et dans la culotte de Debbie Carter.
Il n'avait aucune raison de mentir à ce sujet, à moins, bien sûr, qu'il ne soit coupable de ce meurtre. Par surcroît, Glenn Gore fait deux déclarations complètement différentes. Le lendemain du meurtre, il a affirmé à la police qu'il n'avait rien remarqué de particulier au coach Light et qu'il était rentré chez lui. Or, 3 ans plus tard, il a affirmé que Ron Williamson était au bar cette nuit-là et qu'il harcelait Debbie. Le premier procureur au dossier ignorait l'existence de la première déclaration. Cette déclaration n'était pas dans le dossier de Bill Peterson. Elle n'était pas dans la copie du dossier envoyé au bureau du procureur du district. Elle n'était nulle part. En fait, ayant été mal classée, la première déclaration de Gore n'a jamais quitté le poste de police d'Ada. J'aurais eu des décisions difficiles à prendre si j'avais su qu'un témoin, dans une importante affaire de meurtre, avait fait 2 déclarations différentes concernant un même événement. Mes déclarations sont ce qu'elles sont. Et elles sont ce qu'elles ne sont pas. En fait, Ron Williamson n'était pas au coach Light ce soir-là. Près de 20 ans après le meurtre de Debbie Carter, les procureurs croient avoir réussi à reconstituer le fil des événements survenus la nuit du 8 décembre. Le dernier soir de sa vie, Debbie Carter a travaillé au Coach Light. Gore l'a suivi jusqu'à sa voiture. Elle l'a repoussé, puis elle est partie. Glenn Gore s'est rendu chez elle. Elle l'a laissé entrer. Il a fait quelque chose qui l'a mise assez mal à l'aise pour qu'elle appelle une amie. Amie qu'elle a rappelée par la suite pour lui dire de laisser tomber. Ça a été une agression très brutale, d'une grande sauvagerie, d'une violence inouïe. Debbie Carter s'est débattue de toutes ses forces. Elle a été battue, puis étranglée. Elle a aussi été violée, que ce soit avant ou après sa mort. Après l'avoir tuée, le meurtrier a commencé à maquiller la scène pour essayer de déjouer les enquêteurs. Gore trace les noms de Jim Smith et Duke Graham dans l'espoir que les enquêteurs concentrent leurs recherches sur ces 2 hommes. Armés de leurs nouvelles preuves, les procureurs déposent des accusations en avril 2001. Le procès débute en 2003. Gore affirme avoir eu une relation consensuelle avec Debbie Carter. Oui, j'ai couché avec Debbie Carter. À 3 reprises. Le jury ne le croit pas. Reconnu coupable, Gore est condamné à mort.